Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Alors, on vous avait promis de repartir tambour battant en politique, mais on a préféré y aller doucement, calmement, en ayant des invités qui ont non pas un regard braqué en permanence sur leur actualité politique, mais des invités qui ont pris du recul. La semaine dernière, vous avez vu qu'on avait pris un médecin, et cette fois-ci, on a pris une enseignante, mais très particulière. Vous allez la découvrir tout de suite. En tout cas, merci de votre fidélité et merci de votre soutien à cette émission qui en est, je ne sais plus, je compte plus, probablement à sa 5e ou 4e ou 5e épisode. Madeleine de Grandmaison, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, monsieur Marajo. Bonsoir à vos auditeurs et auditrices. Je suis très contente d'être là avec eux. Je suis persuadée que j'ai beaucoup d'amis et écoutants. À mon avis, vous en avez plusieurs dizaines de milliers qui vont regarder cette émission et qui vont probablement avoir plaisir de vous entendre parce que vous aviez pris du recul. Tout à fait. Ça fait du bien de prendre du recul? Tout à fait, ça fait beaucoup de bien. En 2010, quand ouais. J'ai écrit je rentre à la maison. Ouais. Je rentre à la maison, mais j'ai quand même ajouté en toute vigilance. 2010, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Et 11 ans de recul? Oui, je suis rentrée à la maison, mais un recul qui est vivant quand même, parce que je fais mes archives, je fouille dans mes papiers, je regarde ce que j'ai pu dire à un moment donné, je regarde ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et Vous êtes toujours aussi vigilante, en fait. J'avais dit ça. Et alors? Je rentrais en exil, mais en étant vigilante. Et puis je retrouvais ma maison, mes enfants, mon mari, qui ont payé un lourd tribut à mon agitation. À votre agitation qui a duré de très longues années. Très longues années. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui ne veulent pas rentrer à la maison? Je pense que c'est absolument nécessaire et il ne faut pas attendre d'être renvoyé à la maison. Il faut choisir. Il faut choisir le moment propice pour rentrer à la maison. Mais parmi les gens que vous avez fréquentés au cours de votre carrière politique, il y en a un paquet qui ont été renvoyés ou qui sont encore là et qui ne veulent pas rentrer à la maison. Eh bien, ça me semble un tort parce que dans le fond, on ne s'engage pas pour soi. On s'engage pour un pays. On s'engage pour un peuple, on s'engage. Par conséquent, quand le moment est venu, que vous avez l'impression que vous avez fait ce qu'il y avait à faire, ou bien les gens sont contents et vous leur dites merci et vous passez la main parce que vous avez formé également derrière vous. Vous avez transmis. Vous avez transmis, vous avez formé, ou bien alors vous vous entêtez, un beau jour, ils vous renvoient à vos pénates. À vos pénates, et à ce moment-là, vous êtes moins serein et ça ne vous permet pas une analyse fine ni de la situation, ni de ce que vous avez fait, ni de vos manquements, parce que tout n'est pas forcément lumière. Dans une carrière, il y a il y a des erreurs parfois. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs d'appréciation. Par conséquent... Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez su prendre ce moment et partir, j'allais dire, à temps. Mais allons faire quand même une espèce de retour en arrière. Je vais quand même rappeler aux petits jeunes qui nous écoutent, alors ceux qui ont, comme moi, ceux qui sont déjà âgés, on va dire ça comme ça, savent et ont le souvenir de ce que vous avez fait. Mais les petits jeunes qui regardent cette émission me disent, oui, mais bon, on n'est pas forcé de savoir ce qu'a fait votre invité. Alors, rappelons, vous avez une carrière politique extraordinaire. Vous étiez conseillère régionale. Vous étiez l'une des premières femmes conseillères régionales en 1983. Et vous avez été conseillère régionale de 83 à 2010. Ça fait quand même 27 ans au conseil régional. Donc, vous savez ce que c'est qu'un conseil régional. Ensuite, vous avez été députée européenne, faut pas l'oublier, de 2007 à 2009. Vous avez été très proche d'Aimé Césaire. C'est vrai. Vous avez été présidente du comité martiniquais du tourisme que vous avez fondé en fait. Tout à fait. C'était une fusion. Oui, tout à fait. Entre 2003 et 2010, 7 ans. Non, 2003. Oui, c'est vrai. Voilà, de 2003 à 2010, vous avez été... La fusion s'est faite en 2003. Voilà. Et alors, malgré le fait
On va aborder ça tout à l'heure, mais je ne résiste pas à la tentation de vous rappeler ce doux moment, malgré le fait que vous soyez opposé à Alfred Marie-Jeanne en 2004, en menant une liste PPM contre lui, malgré tout, il vous a conforté à la tête du CMT, du Comité Martiniquais du Tourisme, après votre défaite. Formidable. Oui, tout à fait, mais j'avais réussi une chose fantastique, c'était de réunir l'ARDTM, l'Agence de développement touristique, et l'Office du tourisme. Qui sont regardés en chef de faïence pendant des années. Et là, nous avions avec le Comité martiniquais du tourisme l'image de ce que nous recherchions, une assemblée unique, s'occupant avant l'heure. Oui, s'occupant d'une même affaire. Tout à fait. Là, c'était s'occupant du tourisme et l'assemblée unique devait s'occuper de la Martinique. De la politique. Et de la politique. Et en plus, les instances étaient absolument bien calculées parce qu'il y avait des conseillers généraux, des conseillers régionaux, des personnes de la vie civile, des personnes du champ touristique. C'était très équilibré. Et puis, en plus, je pense qu'il y avait une bonne empathie entre moi-même et les employés. Oui, on sait le respect que vous aviez pour à la fois le personnel, mais aussi pour votre adversaire politique, Alfred Marie-Jeanne. Tout à fait, mais oui, nous, comme je te disais tout à l'heure, on ne va pas reprendre les mêmes expressions, mais le moment venu, on va faire mon chez Bécoy. On va faire mon chez Bécoy. Chez Bécoy, parce qu'on ne peut pas me dire n'importe quoi, je ne dirai pas n'importe quoi. Ouais. Mais, parce que Marie-Jeanne a été toujours relativement respectueux, mais ce sont ces agents, ces colistiers, qui à un moment donné ont pensé qu'ils étaient délégués par Marie-Jeanne pour m'emmerder. Donc j'ai dit à Marie-Jeanne de faire ces personnes rester tranquilles, et Marie-Jeanne a dit à ces personnes laissez Madeleine faire son travail. Hein. Ouais. Et puis voilà. Et puis, donc on est bien d'accord que au sommet il y a du respect. Oui. Tout à fait. Un peu plus bas, c'est moins le cas. Oui, parce que les gens croient. À un moment donné, un m'a dit. Le conseil régional décide, le CMT exécute. Je dis non, mon frère, c'est pas ça. Le CMT n'est pas... Moi, je ne suis pas un exécutant. On me donne une mission. Je la fais avec mon intelligence, ma manière de l'aborder. Je rends compte surtout. Oui. Je rends compte de la mission. Mais je ne suis pas une exécutante bête et méchante. Hein. Ou pas service non. Alors, allons continuer. Oui. Présidente de l'Office de l'eau. Oui, tout à fait. Présidente du comité de bassin. Tout à fait. L'Office de l'eau était l'exécutif du comité de bassin. Tout à fait. Oui. Présidente du réseau international des organismes de bassin. Donc vous vous êtes promenée dans le monde entier. Tout à fait. Vous étiez à l'origine de ce fameux conservatoire botanique de la Martinique. Qui vient d'obtenir un label national. Tout à fait. Label national, conservatoire. Parce que dans le fond, nous avions des antécédents à ce conservatoire. Il y avait la galerie de botanique, la galerie de géologie, les deux réunis en un muséum d'histoire naturelle, qui est en train de pourrir là, un muséum d'histoire naturelle reconnu par l'État, avec des collections inaliénables et une participation internationale. Madeleine, vous avez fait énormément pour ce pays. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ce pays vous le rend? Ah ben, je ne lui demande rien. Ah non. Je ne demande rien à ce pays. Est-ce que vous n'êtes pas un peu amer? Non, parce que la population, j'ai l'impression, je dis la population, le peuple même, beaucoup de personnes du peuple même. Ouais. Et donc ça me suffit. En plus, j'ai pas l'impression d'avoir labouré la mer, comme dirait Bolivar. tu vois, j'ai des références. De bonnes références. Et je dirais que j'ai fait un petit quelque chose. Comme dirait Wangari Maathai, tu vois. Ouais. Donc, je suis contente de ce que j'ai fait. Je suis malheureuse de ce qui n'a pas pu être maintenu et continué. Ouais. Le travail que j'ai fait sur le Nord, les ombrages qui donnaient un exemple de développement durable et de l'environnement au service de l'économie et inversement, de l'éducation à l'environnement. Je suis malheureuse de voir que ce travail-là n'a pas été soutenu par les élus du Nord. Mais ils ont pensé que je pouvais prendre la place de tout le monde. Il reste quand même des choses, des organismes notamment, des réalisations, il reste des textes. Ah oui. Il reste dans la tête des gens des souvenirs. Oui. Quand est-ce que
il y a quelqu'un qui va vous rendre hommage. Ah, mais je crois qu'on me rend hommage d'une façon ou d'une autre. Hein. Parce que, est-ce que vous n'avez pas été un peu chagrin quand les gens en question sont venus voir votre mari, Renaud de Grandmaison, pour lui dire « Renaud, nous allons donner ton nom à une école maternelle ». Oui, mais non, j'ai pas été chagrin. Nous avons été très contents parce que Renaud aussi a subi beaucoup je ne vais pas dire de vexation, mais la Martinique est un pays difficile. Tu as la Martinique, un racisme de classe. À côté du racisme de couleur, à côté du racisme économique. Il y a deux hiérarchies, on dit ça tout le temps, une hiérarchie sociale qui est parallèle à une hiérarchie raciale. Voilà, alors tu vois Renaud de Grandmaison, patati patata, eh ben, ça ne fait pas toujours le bonheur de tout le monde. Mais Renaud a été un Martiniquais de grande valeur et a servi la ville de Fort-de-France et la Martinique de façon remarquable. Allons rentrer dans le détail, parce que ça, c'est des questions que se posent beaucoup de jeunes. Bon, il y en a quelques-uns qui ont basculé Victor Schellcher, il y en a quelques-uns qui ont fait... Bon, en tout cas, ils ont malgré tout apporté ou ouvert la boîte de Pandore des débats que de notre génération ou de la vôtre, on avait choisi d'enterrer les questions. Ok, ils ont au moins ce mérite. Voilà. Ce que vous venez d'évoquer là, c'est dont personne ne parle. Non. Cette espèce de hiérarchie de classe et de hiérarchie raciale. Est-ce que vous en avez souffert? Parce que vous êtes un couple, vous formez un couple. Une noire et un descendant direct de Béké, ce qui à l'époque vous a quand même posé pas mal de problèmes. Ah ben, je n'ai pas, ça ne m'a pas marqué parce que j'ai donné de la riposte chaque fois. Oui, non, mais bon, vous aviez cette capacité de riposte. C'est ça. Mais il y en a beaucoup qui ont souffert de ça. Certainement. Est-ce que Renaud a souffert de ça? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. Il s'est défendu. Il était de l'OJAM, hein. Il était à la création. Déjà, il avait emprunté. Il avait emprunté tout de suite. Il était à la création du PPM, hein, du Parti progressiste martiniquais en 58. Hein. Donc il avait déjà choisi la mauvaise route, en fait. Par rapport à l'establishment Béké, notamment, par rapport à sa famille, par rapport à l'environnement. Il était déjà parti à gauche. Oui, mais à l'avantage, ou tout au moins en hommage à son papa, qui est au juge de Grandmaison, Daniel, directeur du journal, ça me sort là brusquement, d'un journal, la devise de Grandmaison, c'est « vaut mieux cœur que raison ». Oui. Voilà. Et monsieur de Grandmaison père a épousé madame Romero, qui était la fille naturelle de Victor Sévère. Et aux yeux et au nez de sa sœur, madame de Rénal, qui est une demoiselle de Pompignan. Bon, donc on est bien d'accord. Oui. On est bien d'accord. Par conséquent, ce sont des gens qui sont déterminés. Et il a écrit Le bal des créoles. Et qui dénonce déjà le comportement d'une certaine classe. Il a écrit bien d'autres choses encore. Donc, notamment le racisme d'une partie des Békés de l'époque qui n'entendait pas du tout, et il est clair que ça continue, se mêler à la population noire. Alors, racontez-nous ça, parce que... Mais je ne peux pas raconter l'histoire des Békés et des Noirs. Pourquoi? Mais donnez-nous un petit bout. Je vous ai déjà dit presque l'essentiel, en ce qui me concerne. Ce qui me concerne. Renaud est arrivé chez mes parents, faisant état de ses bonnes intentions pour moi. Vous aviez quel âge à cette époque? J'avais peut-être 18 ans, ou 16 ans. Non, mais vous vous rendez compte, Madeleine? J'avais 17-18 ans. Madeleine. Oui. On est, on va dire, aux alentours, après la guerre. Nous sommes en 53. Voilà, au début des années 50. La Martinique est encore fraîchement décolonisée, entre guillemets, au sens officiel du terme. Mais
c'est clairement une colonie. Oui. Et cette espèce de frontière entre les races et les classes existe. Mais il faut dire que je suis d'une famille, je crois, qui est tombée du ciel militante. Ah oui. Mon père sait d'où il vient. Il est un ouvrier agricole en même temps sous sa terre et en même temps il est un maçon remarquable, directeur de travaux pour les différentes personnes. Il est adventiste depuis 1937. Il est marié à ma mère, j'étais dans le vote de ma mère et il s'est baptisé adventiste, j'étais encore dans le vote de ma mère. Depuis mon né, j'ai constaté que je suis un enfant particulier puisque j'arrive avec la bonne parole. Mais j'ai déjà à ce moment-là 4 frères et sœurs. Bon. Ouais. Mais mon père ne rigole pas. Quand il voit le petit jeune là, de Grand Maison arriver pour lui demander la main de sa fille. Oui. Non, il n'est pas du tout scandalisé. Il est assis là, je l'ai déjà dit une première fois, comme une espèce de grand roi nègre. Il dit bon, l'air de dire la question est à l'étude. Il ne dit pas, monsieur, faites ceci. Il n'a pas dit oui tout de suite. Non, il a dit bon. Et entendre la question est à l'étude. Ma mère était déjà un petit peu d'accord, parce que les mamans connaissent les gens un petit peu plus. Ouais. Et Renaud est reparti, et mes parents m'ont dit attention, monsieur n'est pas de notre monde, c'est pas classe nous, fais attention. Ils n'ont pas dit moi non, ils n'ont pas dit moi rien. Il faut dire que j'étais déjà une enfant, je n'étais plus tellement une enfant. Je sortais de l'adolescence parce qu'à 14 ans, j'étais déjà chez moi à Saint-Pierre. Tous les gens à la Martinique savent ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 14 ans, quand on a demandé à ma mère 25 000 francs de l'époque pour ma pension, maman dit, moi, nous ne pouvons pas faire ça, ma fille, nous pas ni l'argent. Et là, elle m'a dit, maman, nous peut. Parce que madame là, nous sommes morts pour 10 000 francs. Dis-moi, il y a nous en chambre en haut, au Galta, mais il a fait manger moi en bas, entre sa mère et sa tante, dans sa cuisine. D'accord. Et il m'a à l'école. Et j'ai une bourse. Donc, mes parents m'ont laissé la gestion. Et moi, donc, à 14 ans, vous êtes déjà... Moi, j'ai un caille. Moi, j'apprends caillou. Moi, j'apprends caille. Et je suis allée à l'examen d'entrée en 6e par la ténacité de ma mère. Parce que je suis première dans ma classe, mais en juillet, en juin, à l'examen d'entrée en 6e, j'échoue avec 11 fautes parce que j'ai un choc émotionnel. Donc, à l'examen au pensionnat colonial. Oui. Au pensionnat, tout le monde est rentré dans la cour. Tu te rappelles que le pensionnat a une cour intérieure. Tout à fait. C'est là qu'on va faire l'appel des candidats. Tout le monde veut rentrer, les parents et les élèves. Et dans cette affaire-là, mon plumier s'ouvre et toutes mes affaires tombent dans le grand canal qu'il y a devant l'établissement. Et c'est fini. C'était fini, d'autant que petite, j'ai une espèce de dyslexie qui m'a laissée, parce que mon père m'a appris à lire aussi, c'est lui. Je suis rentrée en classe tard, mais tout est bouleversé. Et je vais à l'examen, tout en étant première dans ma classe, j'échoue en juillet. Ma mère dit, tiens, mais là, en octobre, mon papa a dit, non, il y a les certificats d'études. Non, voilà. Et ma mère, pendant les vacances, nous avons fait le travail titac, quoi. Elle dictait à bien, puis après maman me dicte, etc. Bon, je réussis. Alors, moi, assise au pensionnat en octobre. Ouais. Personne ne m'a jamais nommé. Alors me voilà bien malheureuse. Jusqu'à on m'a demandé pour si personne ne m'a nommé. Je dis, moi, je suis trop vieux. J'ai 12 ans et demi, c'était on m'a 10 ans, on m'a 11 ans, au là. Donc, regardez où ailleurs. Cours complémentaire. Et donc, ma mère et moi, nous sommes partis pour aller chercher un cours complémentaire pour me mettre. Ma mère est de la côte Caraïbe, par conséquent, elle est partie vers Saint-Pierre. Il partait dire, quand on a fait Lorrain, c'est pas son chemin. Ma mère est une demoiselle pilotin, c'est la côte Caraïbe. Alors, à Saint-Pierre, donc, je suis rentrée au cours complémentaire à Saint-Pierre. Je te passe, j'ai déjà tellement dit ça que je te passe l'épisode de la recherche de lieu où me mettre. Ah, c'est un grand moment, c'est une enfant de 12 ans, c'est ça? Oui, mais ma mère m'a déjà bien renseigné sur tout ce qu'il faut éviter de faire quand on est une fille. Hein? Oui, mais bon, quelques années plus tard, donc à peine. Si bien que nous battons tout partout jusqu'à temps qu'ils trouvent un côté qui semble sécurisé. Bon, et là où je suis, par rapport à des garçons, par rapport à aux habitants de la maison. Et là, nous arrivons chez une sœur adventiste, la sœur Berthe,
qui me prend, mais 3 mois après, elle dit à maman que c'est 25 000 francs au lieu de 10 000 francs. Et à ce moment-là, je suis chez moi. Et je reçois même mes copines qui descendent du Mont-de-Rouge plus ou moins à pied, nous faisons à manger, mais je travaille comme un as des as. J'ai le prix de travail général en 6e, et m'a bien contrarié parce que... C'est ce qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui une enfant à haut potentiel. C'est ce que mon maître de la Joupa-Bouillon avait dit à mes parents. Ouais. Parce que nous faisions beaucoup l'école buissonnière et le maître a dit de me sortir du groupe de ces personnes faisant l'école buissonnière, qui étaient mes frères, mes camarades, parce que j'ai l'air de promettre. Il y avait une promesse. Alors on a vu que bien évidemment ça a donné des résultats extraordinaires. Pour finir avec Renaud, par la suite, j'étais à Fort-de-France avec mes cousines, etc. Renaud s'est montré très attentif, mais malgré tout très... Il était fou amoureux quand même. Il était fou amoureux. C'est lui qui m'a amené au bac. Ah oui. Mais je n'étais pas encore consentante, même en allant au bac. Pas consentante, mais je vais aller au bac. Oui. Mais qu'est-ce que l'environnement, qui est un environnement profondément réactionnaire à l'époque? C'est au pensionnat que j'ai vécu la difficulté. Au pensionnat, j'arrive, je trouve ces dames-là bien gonflées, là, Tous les enfants venant des cours complémentaires sont logés dans une même salle, dans une section, c'est la section M', parce que nous n'avons pas fait grec et latin et toute l'histoire comme ça. Vous êtes les recalés, les moyens. Mais n'empêche que nous sommes les matheux et les physiciens et nous faisons tout ça depuis la 4e. Et les dames se vantaient, se disaient carrément qu'on n'avait pas de méthode, on ne savait pas travailler, enfin on est des abrutis quoi. Ouais. Des gens qui récitent par cœur, Les dames en question, c'était des enseignantes, c'est ça? Mais oui, je te parle des professeurs qui étaient là. Hein. Et donc, j'ai eu 2 altercations avec une, et ça m'a valu de redoubler ma seconde. Madeleine, la terminatrice. Et ça, c'est à Fort-de-France? À Fort-de-France. Ouais. Et quand ma mère est venue demander pourquoi je redoublais, elle dit, mettez-moi à prendre coude. et M. Germani, qui était à l'inspection académique, m'a conservé ma bourse, une bourse que j'avais depuis la 6e, et que j'ai gardée jusqu'à l'agrégation. Alors, on est bien d'accord que cette union avec Renaud, qui commence par, on va dire, l'attention particulière de votre père, qui dit la question est à l'étude, elle se concrétise quand? Eh bien, elle se concrétise. Mes amis ont monté une cabale. Mes cousines, mes amis, mes copines, et tout ça. Mais puisque toutes mes amies de Chelcher, nous sommes par moitié de Chelcher et par moitié du Mont-de-Rouge. Alors, mes amis, après le bac, ont invité Renaud au prêcheur, où nous avons des parents, en vacances. Mais c'est moi, et j'étais invitée en vacances, sans me dire qu'ils ont invité Renaud. Et alors, je vois. Et après les vacances, où j'ai un peu martyrisé Renaud, après les vacances, je suis remontée à la Joupa-Bouillon et j'ai constaté, mais Renaud me manque. C'est comme ça qu'on devient amoureuse. C'est comme ça. Mais à ce moment-là, rien n'était joué en ce sens que il était autant mes parents avaient déjà peut-être accepté l'idée de ce mariage, autant la maman de Renaud n'était pas encore d'accord du tout. Hein. Elle n'aurait pas souhaité voir ça se faire. Hein. Et alors, j'ai décidé de partir faire des études. J'ai dit ça à Renaud. Le papa de Renaud a payé le voyage de Renaud. Personne ne savait que je partais. Et puis, voilà. Une fois là-bas, comme on disait. Chacun chez soi quand même, parce que j'étais consciente qu'on ne m'avait pas envoyé faire des enfants, ni de choses comme ça. Enfin, je voyais Renaud chaque fin de semaine, mais il était chez lui, j'étais chez moi. Et il est parti travailler, il m'a attendu, et nous nous sommes mariés en 1963. Parce que Renaud a toujours dit une chose, je ne veux pas que tu rentres dans ma famille par la petite porte. D'accord. Et sa mère est venue, quand sa mère a appris que j'étais là 2 ans après, sa mère est venue me voir un petit peu la situation. Mais à partir de ce moment, elle ne m'a pas tracassée tellement. Elle a
envoyé l'argent de notre mariage. Elle a dit, je ne vais pas venir au mariage, ce n'est pas que je ne veuille pas que ça se fasse, mais voilà l'argent, arrangez l'appartement de Madeleine pour vous loger et tout. Et voilà. Ça s'est bien terminé malgré tout. Ah oui, ça s'est bien terminé. Après, il a fallu le retour au pays à reposer un certain nombre de problèmes parce que nous étions sous le coup de l'ordonnance de 1960. Voilà. Et Renaud venait après les émeutes de 59. Oui, ordonnance de 1960 qu'on faisait enquête sur les fonctionnaires ou ceux qui devaient le devenir et sur son degré de subversivité. Je ne rentrais pas. Ouais. Alors Renaud, qui n'était pas attaché, qui n'était pas concerné par ça, parce qu'il avait fait le droit et il envisageait une autre direction que l'enseignement, etc. Il est rentré, surtout que ça lui donnait apparemment un argument de rapprochement de conjoints. Il est rentré et moi, on m'a persécuté tant et plus jusqu'à ce que le monde... On a mis le monde à l'envers avec Manville, avec Blanchard, avec Meyer, avec Césaire, avec tout le monde. Et je suis arrivée ici en novembre 66, voilà, pour m'entendre dire le poste est pris. Par la même personne qui me demandait où j'allais quand je lui ai dit que j'allais faire des études. Ah. Je vais prendre mes papiers au pensionnat et je dis, donnez-moi, où allez-vous, Magalio? Je vais faire des études. Ah, c'est difficile. Je dis, je suis la plus étudiante des étudiants martiniquais à l'heure actuelle, puisque j'avais déjà vécu Saint-Pierre. Quel monde! Quel monde! Alors, comme j'étais déjà bien dégourdie aussi, pour mon téléphone, j'ai appelé Lucien, le vice-recteur, qui a dit installer Madame de Grandmaison. Et vous avez été enseignante. Et on m'a installé. Parce qu'il faut quand même qu'on signale à nos téléspectateurs que derrière toutes ces aventures, tous ces postes, toute cette carrière politique, il y a quand même une enseignante. Tout à fait, et une enseignante qui a reçu des rapports élogieux. Élogieux de ses administrateurs, de ses dirigeants d'administration et de ses inspecteurs. Et de ses élèves. Et oui, mes élèves, peut-être il y en a 2 ou 3 qui entendent. À mon avis, il y en a quelques-uns qui vous regardent. Et je les rencontre et elles me font de grands saluts, de grands bonjours, nous causons. J'ai été très contente d'enseigner parce que je suis arrivée à l'enseignement à un moment où l'enseignement évoluait. C'est-à-dire l'environnement entrait de plein pied dans l'enseignement, les grandes notions de cellules et de toutes... Alors, il faut rappeler que vous êtes une scientifique. Hein. Oui, sciences naturelles. De la biologie notamment. Biologie. Voilà, donc ça vous a toujours passionné. Oui, ça m'a toujours passionné parce qu'en fait, il faut que je te dise le maximum de choses. Ma mère a toujours soigné bêtes, gens, elle fait de la campagne, elle portait des médicaments pour celui-là, celle-là, elle avait 9 enfants, donc elle diagnostiquait le moindre personne portant des vers, voilà. Et ça m'avait donné l'idée d'être médecin. Ouais. Mais, on dit, moi, médecine, pas pour moi, pièce, parce que nous ne prenons l'argent pour ça. Il faut quand même que les gens qui nous écoutent se rendent compte que la notion de précarité, de pauvreté était essentielle. Tout à fait. Mais j'ai vécu dans la nature et mon père nous a montré des quantités de choses. Nous suivions notre père derrière les vaches, nous étions dans la nature, il nous montrait tout ce qu'il y avait de bien, de beau et en même temps la vie en quelque sorte. Et de ce fait, quand j'ai bien regardé les choses, les sciences naturelles, en laissant tomber l'idée de médecin, je me suis dit, je serai sage-femme comme ma tante Eugénie, une tante à ma mère. Mais je suis allée à l'examen, au concours d'entrée de devenir sage-femme, en même temps qu'au premier bac. J'ai réussi aux 2. Et ma mère m'a dit, ma fille, si on veut aller plus loin, nous allons aller plus loin. Papa, on gêne toujours, moi, je gêne toujours. Et alors, je suis allée au 2e bac. Ouais. Et là, on finit là, je suis allée en formation chez Aubéry. C'était là qu'on formait les instituteurs. Et à la fin de l'année... Au château Aubéry. Au château Aubéry. Et à la fin de l'année, là encore, maman m'a dit, si moi, on veut aller plus loin, nous allons aller plus loin, ma fille. Et alors, j'ai choisi sciences naturelles parce qu'en fait, il y avait autant de la nature que de la médecine, que de tout ça. Voilà. Et ça m'a passionnée. Eh ben, ça nous permet d'entrer de plein pied dans l'actualité. Oui. Parce que ça ne vous a pas échappé que ce pays est en train de devenir fou à cause d'une crise sanitaire qui est totalement inédite, bien évidemment. Il y a eu quelques épisodes
en 56 en Martinique oui. avec une grippe asiatique, en 69 oui. avec la grippe de Hong Kong, oui. que vous avez dû connaître. Oui. Et puis là, c'est évidemment une pandémie. Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de folie qui s'empare de ce pays avec ce fameux virus? Eh bien, moi, je crois que la réaction des gens participe d'une seule et même chose. Il y a eu une rupture de la conscientisation sur toute la ligne. Nous n'avons pas parlé de ça tout à l'heure là en politique quand tu m'as parlé. On va y revenir, la politique. Eh bien, moi, je pense que c'est ça. Tu sais, il y a une rupture de la conscientisation. Ça veut dire quoi pour les gens qui nous écoutent? Je vais dire, la conscientisation, c'est quoi? La conscientisation, que ce soit l'un ne va pas sans l'autre. En politique, tout ce qui était la base des revendications, les explications, la connaissance de l'histoire, etc., a plus ou moins disparu. Les gens, les enfants, les jeunes qui montent ne savent pas grand-chose de ça. C'est la formation, en fait, c'est ça. La formation, mais c'est la conscience aussi de ce qu'on est. La prise de conscience. Oui, la prise de conscience de ce qu'on est, d'où l'on vient et la poursuite de la vie. En ce qui concerne la vaccination, là aussi, on a pris de la distance vis-à-vis des vaccins. Ben, c'est vrai. Parce que nous avions tous, les gens de mon âge, nous avons eu tous les vaccins possibles, même avec un gros bobo au bras ou un gros bobo à la cuisse pour les différents vaccins. Mais il était hors de question que personne refuse de prendre le vaccin contre la typhoïde, contre tout ce que nous savions. Maintenant, contre la rage, contre tous les vaccins. Le BCG, la tuberculose. Et jusqu'à ce jour où l'enfant naît, on lui fait son BCG. Tout à fait. Bon. Alors, tu me diras que dans le cas courant, nous avons là un virus, c'est pas la même chose. Et puis on nous dit aussi que les vaccins sont trop frais. On ne connaît pas. C'est ce qui est dit sur les réseaux sociaux. C'est l'un des arguments des gens qui sont opposés à la vaccin. Mais ce que les gens perdent de vue, c'est qu'on n'est plus autant de Pasteur ou de les autres qui ont inventé la vaccination, où il fallait 10 ans pour mettre un vaccin au point, parce qu'ils partaient de zéro. Là, la science a fait des bons faramineux. Par conséquent, à l'heure actuelle, on peut mettre au point un vaccin. Évidemment, il faut être précautionneux, mais il ne faut pas comprendre qu'il faut attendre 107 ans pour mettre un vaccin en place. Si nous attendons 107 ans, pas arrêter mon ange, pas besoin de vaccin. Pas arrêter Martinique encore. Pas besoin de vaccin, ni pas arrêter personne. Nous n'avons plus besoin de vaccin si nous prenons 10 ans pour mettre soi-disant un vaccin au point. Alors, et ça qui fait, grosso modo, qui est un argument de bon sens, comment se fait-il que les gens ne puissent pas l'intégrer? Pourquoi, selon vous, il y a une telle résistance à la vaccination en Martinique? Mais pas seulement en Martinique, dans beaucoup de pays du monde, mais chez nous, ce qui nous préoccupe, c'est ça. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer cette résistance à l'état pur propagée par certaines personnes et ce qui paraît être une résistance, mais qui en fait est une résultante. Quand tu es à Grand-Rivière ou à Basson ou à Lâche-Bois-Bouillon, ou pas qu'à descendre vacciné. Donc, l'organisation de notre pays n'est pas propice à ça. Et quand les gens quand le vaccin va vers les gens se font vacciner. Et surtout si autour d'eux, ils voient les conséquences du non-vaccin. Mais donc ça veut dire en clair qu'il y a probablement une responsabilité des autorités qui n'ont pas du tout anticipé cette espèce de problématique logistique qui est celle de faire des centres de vaccination qui sont très éloignés de la population. Mais ça se fait, là. Oui, ça a changé. Mais on est bien d'accord qu'entre janvier et juillet, il y a eu une espèce de vide total de cette politique-là. Ça se fait. Est-ce qu'il a fallu, en fait, en clair, il a fallu attendre que les gens meurent pour que ça change? Moi, je ne saurais pas. Oui, il faut attendre que les gens meurent. Notre pays n'est pas organisé sur le plan du transport. Pas organisé. Mais rien ne peut se faire d'un coup de baguette magique. Par conséquent, à l'heure actuelle où beaucoup de personnes et de responsables ont pris la mesure de cette carence, ça commence à se combler. Je ne vais pas leur jeter la pierre. Je vais simplement conseiller aux gens de ces communes de profiter de ce qui leur vient et de se faire vacciner. Je ne suis pas là pour prêcher. Mais votre message est très clair, Madeleine.
En fait, dans la conjoncture actuelle, et en plus, vous avez un background scientifique qui est établi et reconnu. Alors, votre message, c'est lequel? Mon message, c'est qu'un vaccin reste le seul moyen de se prémunir contre une maladie donnée. La deuxième chose, un vaccin au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, voire au 22e siècle, n'attend pas d'être au point, un siècle pour être mis au point. C'est une donnée de notre quotidien. Oui, les gens savent ce qu'ils font. Nous avons de la recherche pour ça, nous avons des savants pour ça. Et ce que je dirais en plus, les remèdes rasiers. Alors parlons de ça, parce que vous nous avez dit, votre père, votre mère étaient dedans. Dedans, mais pas même moi, je suis allé au docteur. Je te dirais même que mon père, je ne vais pas raconter toute la vie de ma famille, mais mon père a été très vexé contre un docteur à la choupa. Ma mère attendait un bébé et elle était en train de faire une fausse couche et le docteur ne l'a même pas consulté, l'a envoyé à l'hôpital. Mais j'ai réalisé que le docteur a sauvé la vie de maman, parce qu'à ce moment-là, pas tenu l'auto, pas tenu rien, le docteur ne pouvait rien faire pour maman. Mais mon père a cru qu'il avait été négligent. Mais ça, ma mère n'est pas morte, non, quand même, mais ça l'a bien sauvé. Ouais. Non, nous disions... Le rapport au remède rasier n'est pas antinomique du vaccin, en fait. N'est pas antinomique du vaccin du tout. Ouais. Mais l'un ne peut pas remplacer l'autre, parce que le remède rasier, c'est considéré ou mettez en goutte d'huile dans de l'eau. Mm-hmm. Ça n'est pas concentré. Le principe actif du remède n'est pas concentré. Ouais. Tu n'as pas, puisque tu vois. Il n'y a pas eu d'études là-dessus, il n'y a pas eu de recherche, il n'y a pas eu. En fait, il n'y a pas de médicaments directement issus de ça. Parce que finalement, un médicament, c'est un concentré de quelque chose, de molécules. Oui. Si que ce soit n'importe la basilic, la toumo, toute bagaille, qui a un principe actif, oui. Mais il faut le concentrer, il faut l'extraire. En fait, vous êtes en train de nous dire que si on veut que ça soit hyperactif, il faudrait en manger des tonnes pour que ça puisse changer les choses. Oui. C'est ça? À peu près. Il faut boire. Mais si vous ne prenez rien et que tu te soignes et que quoi quantité tous les jours, ça te fortifie à la longue bien comme il faut. Mais si tu es vraiment malade, faut que en potion de cheval pour tirer de ça. Et souvent la fameuse potion de cheval, c'est souvent le médicament classique, quoi. Et puis en plus, l'immunité, c'est quelque chose de très particulier. Ouais. Tu acquiers une résistance, tu acquiers une résistance qui devient ton immunité, mais il faut, ça se construit à la longue, etc. Il y a des gens qui vont mourir sans avoir jamais attrapé la grippe. Hein. Ouais. Il y a une résistance, même si c'est la dengue. Hein. Ouais. Alors, il y a une résistance naturelle à ça, mais... Eh ben, voilà des propos très apaisés et venant de quelqu'un qui s'est battu pour la reconnaissance de la pharmacopée locale. Tout à fait. Et on va en parler parce que c'est un élément qui revient en permanence dans le débat. Oui. C'est aujourd'hui, pourquoi nous avons si peu d'intérêt, je parle évidemment du personnel politique, mais aussi du monde économique, pour cette richesse absolue qui est autour de nous. Je ne veux pas dire. Alors là, il faut... Est-ce que ça vient du passé? Parce qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques qui disent la pharmacopée locale a été très souvent mise de côté, écartée, voire invalidée, parce qu'à l'époque, et vous êtes bien placé pour le savoir, les sorciers africains qui arrivaient utilisaient cette pharmacopée, souvent dans une espèce de lutte contre l'esclavage, et il y a eu des épisodes d'empoisonnement fameux. Donc, exit la pharmacopée locale qui était considérée comme un danger. Est-ce que c'est un argument? Non, ce n'est pas un argument du tout, et ce n'est pas les descendants d'esclaves qui disent ça. Parce que, non, je ne crois pas ça. Parce que l'esclave qui empoisonne les bêtes de son maître
ou son maître lui-même, eh ben, il sait ce qu'il fait. Il ne s'empoisonne pas, lui. Ouais. Il empoisonne ceux qu'il doit empoisonner. Voilà. Mais justement, la peur de l'empoisonnement, il y a des ouvrages, alors je suis en train de travailler dessus, il y en a pléthore. C'est pas les esclaves qui avaient peur comme ça, parce que les esclaves... Non. Oui. On est bien d'accord que c'est le maître et, on va dire, les colonisateurs qui disent « Enlevez-moi cette pharmacopée parce qu'elle est dangereuse ». Est-ce que ça, c'est un argument qui a conduit à l'oubli de notre richesse? Peut-être, mais il faut remarquer que nous avons oublié beaucoup de choses aussi. Oui, on l'a dit dès le début de l'émission. On a oublié beaucoup de choses aussi. Et à mon avis, nous avons, c'est ça que j'ai essayé de montrer pour ce qui concerne le Nord, nous avons dans notre nature des richesses de tous ordres. Ouais. Là, la pharmacopée, d'ailleurs, c'est pas par hasard, mais même en France, les gens, il y a des herboristes. Oui, tout à fait. Donc qui ramassent des herbes avec leurs vertus tout le temps, les font sécher. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Et fait encore plus curieux, nous, Martiniquais, nous achetons les herbes venant sécher de France. Au lieu que nous fassions sécher nos herbes et que nous étudions de façon... Il ne s'agit pas de rester dans l'empirisme. Mais d'ailleurs, nous avons des personnes remarquables, comme nos saints et autres, qui vont au fond des choses. Mais là encore, il faut faire passer l'idée que ce sont de bonnes choses. Mais tu comprends? Nous avons des richesses considérées. Toute notre nature est richesse, tu vois, à tout point de vue. Enfin, on est une île qui est quand même exceptionnelle en matière de biodiversité. Tout à fait. D'ailleurs, la Martinique vient là d'être reconnue comme réserve de biosphère. Et je salue le travail de nombreux collègues, de nombreuses personnes qui ont amené petit à petit. Là, la relève a été bien prise parce qu'il y a des années que des gens se battent. Même quand nous avons créé la Société des Galeries, le botanique, quand Jean-Pierre Fiard a démontré toute la valeur des volcans, des plantes des volcans. Et puis tous ceux qui ont traversé la Martinique ont ramassé tous les premiers voyageurs qui ont ramassé des plantes considérables. Nous avons une biodiversité remarquable. Il a fallu se battre et c'est arrivé à bon port. Je suis très contente et je félicite ceux qui les ont conduites. En tout cas... il est quand même remarquable. Il est temps que nous ayons une vraie industrie dans le genre de transformation, d'identification, de transformation de nos produits qui peuvent nous soigner avant d'attendre qu'on soit complètement malade. Avant qu'on passe à la politique, parce que ça a été au cœur de votre cheminement, restons sur ce point-là qui est pas souvent débattu. Vous avez été la présidente du Conservatoire botanique de la Martinique. Oui. Donc en clair, et puis vous nous avez parlé du muséum tout à l'heure, un endroit où il y a plein de boîtes avec des pierres. Décrivez-nous cette espèce de volonté que vous avez eue de préserver ces richesses. Alors je dirais tout de suite que j'ai jamais été présidente du Conservatoire. J'ai été à l'origine du conservatoire. Oui, vous l'avez créé. Oui, mais je n'ai jamais été la présidente. J'ai créé également. J'ai été chargée... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que vous êtes présidente du conservatoire, tellement vous êtes active. C'est monsieur le maire de Fort-de-France qui est présidente du conservatoire. Oui, non, mais bon, ça c'est... Bon. C'est une précaution de langage. J'ai suivi... Je vais vous dire comment ça s'est fait. Oui. Nous avons Césaire et Aliker, qui étaient des gens férus de nature. Oui, tout à fait. Férus de nature. M'ont sollicité pour mettre en place une galerie de géologie. Parce qu'en fait, Césaire avait dans sa tête un triptyque. La terre, et la mer, et la troisième chose, botanique, etc., les hommes. Et alors, ces trois choses-là recouvraient une galerie de géologie, une galerie de botanique, et le musée d'ethnographie et d'histoire qui est sur le rue Général de Gaulle. D'accord. Pour raconter l'histoire des hommes. Les hommes. À quelle fin il voulait que le Martiniquais s'enracine sous cette terre sur laquelle il avait été jeté 3 siècles avant, en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il adopte cette terre, que ce soit sa terre. Voilà. Et sa terre, et qu'il connaisse. Donc qu'il ne soit plus le locataire de sa terre, mais le propriétaire de sa terre. Tout à fait, en connaissance de cause, qu'il est enraciné. Et en plus, l'inscrire dans la Caraïbe, c'est le prolongement de la galerie de géologie.
Et nous avons fait pour Césaire une galerie de géologie que ce soit Arun Taziev, que ce soit tous les gens qui sont passés. Pour les gens qui nous écoutent, une galerie de géologie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, une galerie de géologie, il y avait la naissance de l'île, il y avait les échantillons, il y avait les ressources eau, comment disons-nous, eau, énergie. Il y avait tout ce qui constitue la terre, tu comprends? Notamment des minéraux, des pierres. Mais oui, il y a des échantillons, puisque nous sommes une île volcanique. Et qu'est-ce que c'est devenu ça? C'est une collection qui est reconnue par l'État, qui est devenue inaliénable et qui fait partie de ce qui deviendra le muséum en 1993, un muséum d'histoire naturelle comme celui de Paris ou autre muséum d'histoire naturelle. Quand je dis comme celui de Paris, pas en masse, mais enfin le régime. Mais à une époque, vous me disiez que vous étiez désespéré parce que tout ça avait pris de la poussière, c'était mal conservé, etc. C'est toujours le cas? Eh bien, toutes les collections, qui sont une collection classée sur le plan national, est stocké au stade Pierre Aliquer en attendant précisément que le muséum, dans toute son acceptation, soit reconstruite au parc floral. D'accord. La ville reçoit en ce moment des fonds européens, donc il y a des chances que parce qu'en fait, les bâtiments qui sont au parc floral sont des bâtiments classés sur le plan historique, on ne peut pas faire n'importe quoi, et c'est là que va être installé le muséum d'histoire naturelle en même temps que le conservatoire botanique également. Alors après ça, nous avons créé pour la ville toujours une galerie de botanique où précisément il y avait toute la flore endémique, toute la flore de la pas toute la flore, mais enfin l'essentiel et puis en plus de la. C'est pas seulement des plantes, il y a les plantes, mais il y a l'histoire des plantes, il y a des expositions, mais surtout ces deux éléments-là ont été des lieux d'éducation où il est passé des milliers d'enfants venant découvrir aussi bien la nature minérale de la Martinique que la nature vivante en fait de faune et de flore, avec des spécialistes venant de partout. Et vous êtes optimiste sur le fait que tout ça soit mis en valeur à nouveau? Je suis persuadée que ça se fera. Parce que là, en ce moment, à la fin de 2019, à la fin de 2019, j'ai écrit à la DAC, aux affaires culturelles, de bien vouloir dépêcher une mission collection en péril pour pouvoir juger sur pièce l'état des choses et pour pouvoir sauver les collections. Parce que ils ont réagi? Oui, tout à fait. Et ils se mettent en accord avec la ville. Et un jour ou l'autre viendra un missionnaire qui va reprendre bien toutes les classifications, enfin toutes les collections, pendant que se préparera les bâtiments qui devront recevoir le muséum d'histoire naturelle. Parce que après que les collections ont été classées, Césaire a demandé, avec inspection et tout, le statut de muséum. La France a dépêché des gens et en 1993, il y a eu un arrêté ministériel créant un muséum d'histoire naturelle à Fort-de-France. Très bien. Alors, la deuxième thématique qui nous intéresse, dans laquelle, sans jeu de mots, vous avez baigné, c'est l'eau. L'eau. Alors, ça a dû vous faire sourire, cette histoire d'eau à Séguineau. Vous avez vu que depuis quelque temps, on n'entend plus du tout parler de ça. C'est cette espèce de feuilleton à rallonge, hein, parce que vous savez, ça a pris 10 ans apparemment, plus de 10 ans. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que l'affaire de Séguineau, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en fait, nous avons une politique de l'eau à mener qui dépasse le problème de Séguineau. Nous avions un comité de bassin, c'est la loi sur l'eau de 1964
qui a été appliquée au département d'Outre-mer en 92 et qui a été mise en œuvre en 96. Vous vous rendez compte, moment où l'on a créé... 30 ans plus tard. 30 ans plus tard. Au moment où l'on a créé un comité de bassin. Et après, Lise a défendu de nous donner un organe exécutif du travail du comité de bassin, différent des agences de l'eau qui existaient en France, et on nous a donné l'ODE. L'Office de l'eau. L'Office départemental. C'était, à mon avis, ça a été le premier pan d'autonomie qu'on a eu. Avec le comité de bassin et l'Office de l'eau, on nous a donné la gestion de notre eau, totalement. Et sur cette gestion, j'ai pu obtenir la coopération des deux assemblées, Conseil général et Conseil régional. Tout à fait. Et l'État. Et à partir de là, nous avons été en charge de mettre en place un SDAGE, c'est-à-dire un schéma de gestion des eaux, un SDAGE, et où tout le programme est à faire sur l'eau. Après un bilan, on a donné un programme. Chaque année, un certain nombre de kilomètres de tuyaux a changé parce qu'à ce moment-là, on perdait déjà 40% de l'eau captée. Mais ce fameux, c'est le schéma, alors je cherche un peu, c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la Martinique. Oui. C'est une espèce de, on va dire, de programme pluriannuel de modernisation, etc. Mais quand vous regardez la façon dont c'est mené aujourd'hui, vous en pensez quoi? Parce que, là, vous dites à l'époque, on était à 40% de fuite. Oui. Dans certains coins de la Martinique, on a dépassé les 70%. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, nous n'avons pas plus dans l'eau que pour les autres choses, nous avons tous les schémas possibles. Oui, mais entre le moment... Nous avons tous les schémas possibles et les schémas ne sont pas mis en œuvre ou tout au moins ne sont pas poursuivis. Alors la question c'est pourquoi? Parce que ce qui nous caractérise, il me semble, à l'heure actuelle, ce qui caractérise les politiques à l'heure actuelle, c'est la non-poursuite. Il y a une rupture. Les gens ne font pas ce que les autres ont commencé. Ils ne poursuivent pas. Bon, alors, ça c'est le constat, ils ne poursuivent pas. Mais la vraie question qui demeure, qui est pérenne, c'est pour quelle raison? Ah ben parce que chaque monde, c'est lui qui fait un bagage, quoi. Alors que dans le fond, il n'y a pas de mal à mener à bien. J'ai bien vu des présidents inaugurer ce que nous avait commencé. J'ai bien vu, on commence quelque chose, on le poursuit, on le finit, parce qu'en fait, ce que je dis... Mais pendant ce temps-là, comme dirait mon grand-père, malheureux qu'apprend fait. Non seulement malheureux qu'apprend fait, mais le mal s'aggrave. Le mal s'aggrave. Nous sommes dans une histoire d'eau à l'heure actuelle invraisemblable. Comment, dans ce pays nord, avec la forêt, avec la montagne, avec tout ça, comment le... 2 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent sur la Martinique chaque année. Mais Morne-Ballet, au pied de la montagne, Basse-Pointe, à Choupa-Bouillon, pas ni de l'eau. Mais c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Donc il y a, selon vous... Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'opinion selon laquelle il y a des gens qui disent qu'il y en a qui font exprès, quoi? Je ne dis pas que les gens font exprès, il y a du laxisme. Ou tout au moins, il n'y a pas écoutez, c'est la passion du pays qui permet d'avancer. Ah ben justement, le risque... Si on n'a pas une certaine passion pour le pays, ah ben on avance. En l'absence de passion pour le pays, est-ce que le risque... Vous parliez tout à l'heure, il y a quelques minutes, vous disiez, ça a été l'obtention de ce fameux office de l'eau et ce comité de bassin, ça a été l'un des premiers éléments d'autonomie, de victoire sur cette espèce de revendication autonomiste. Mais est-ce que le risque là à ne rien faire ou à ne pas poursuivre cet élan de modernisation, c'est que l'État finalement ne recentralise pas? Parce que regardez ce qui s'est passé en Guadeloupe. Les Guadeloupéens ont perdu la gestion de leur eau. Oui, mais attends, mais la situation est déjà plus que critique ici. Nous avons déjà tout perdu. Parce qu'on a accepté de remettre la gestion, l'office de l'eau dans l'agence de la biodiversité française. Ah ben alors, depuis où fait ça, c'est comme si vous portez ou déchargez chaque jour, rien monde. Alors, l'office de l'eau rentrant dans l'agence de la biodiversité française,
Tu vois? L'autonomie, c'est fini. Tu as un représentant de département dans cette agence. Oui. Alors, donc, que peut faire 4 représentants dans une assemblée qui a je ne sais combien de dizaines et de centaines de personnes? Donc, on est déjà en train de perdre. Nous avons rendu cette liberté qu'on nous avait donnée de gérer notre eau. Mais il faut bien que quelqu'un paye ça, cette espèce de laxisme que vous... il faut bien... Il y a un problème de responsabilité. Mais tu dis il faut que quelqu'un paye. On dirait que tu veux instituer la guillotine. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Je parle de responsabilité. Il faut que le peuple soit renseigné. Il faut que des gens disent des choses différemment que dans la violence. Il faut que des gens soucieux de faire avancer le pays renseigne la jeunesse, éduque la jeunesse. Mais c'est là qu'on a envie de vous entendre, Madeleine. Il faut justement que dans l'enseignement, parce que là, à l'heure actuelle, tout ce chahut-bahut autour de l'esclavage et tout. Députée européenne, j'ai demandé que l'on enseigne l'esclavage. Tout à fait. Vous avez fait un combat, vous avez mené un combat important sur ça. Qui est passé après, puisque on a fait, mes anciens assistants ont représenté la demande d'un jour de célébration de l'esclavage. Mais il faut éduquer. On ne peut pas. L'esclavage doit rentrer dans l'enseignement, mais avec un programme qui soit dénué de tout parti pris. Tout à fait. Le fait. Et pour que les gens sachent. Comme ça, parce qu'on ne va pas me faire croire que Césaire est quelqu'un d'inconscient qui a écrit des pages magnifiques sur Victor Schœlcher. Césaire a écrit des choses magnifiques sur Victor Schœlcher. Victor Schœlcher n'est pas bon Dieu. Il peut avoir des zones d'ombre, des zones de lumière, mais effectivement, il a été un abolitionniste. Oui. Et certainement pas un esclavagiste. Mais certainement pas un esclavagiste. Oui. Par conséquent, que l'on déboulonne Victor, c'est de la méconnaissance. C'est de la méconnaissance de notre histoire. Alors, vous m'avez échappé, là. Vous êtes parti sur Victor Schœlcher, alors que moi, je vous tenais sur l'eau. En conclusion... non, c'est la même histoire que je vous dis. C'est l'éducation. Et c'est ce que je disais d'entrée de jeu. Nous avons une conscientisation qui a cessé d'être. Oui. C'est-à-dire que dans les communes à l'heure actuelle, nous avons des centres culturels et des sociétés. Mais on devrait avoir également, pratiquement, il y a l'enseignement, oui, mais on devrait avoir dans les communes des conférences, des rencontres de jeunes pour pouvoir leur indiquer leur passé, là ils sont sortis, là ils sont allés, etc. Et non pas... Vous qui étiez une pédagogue, vous êtes triste que ce travail pédagogique s'arrête? Je suis très triste parce que dans le fond, c'est l'avenir qui est compromis. C'est la dérive de la population. C'est n'importe quoi. C'est nos jeunes enfants qui suivent n'importe qui racontent n'importe quoi. Non. Il faut reprendre tout ça. Il faut remettre tout ça à plat. À mon avis, il faut remettre tout ça à plat. Il faut sinon cette fameuse université du peuple qu'appelait de ses voeux Aimé Césaire, qu'il a voulu construire, notamment avec le CERMAC, etc. Mais tout à fait. Il faut remettre tout ça en marche. Il faut remettre tout ça en marche et il faut, jour après jour, indiquer aux enfants leur histoire. Monsieur Bayrou, qui a supprimé Césaire dans l'enseignement, il faut remettre Césaire dans l'enseignement. À côté de ça, il faut faire enseigner l'histoire de l'esclavage dans l'enseignement. C'est nécessaire. C'est pas partisan, c'est nécessaire. Quand on ne connaît pas, n'importe quoi peut arriver, tu peux faire n'importe quoi. Et on n'en est pas loin. Et plus l'on s'éloigne des origines, plus ça va se compliquer. C'est pour ça qu'écrivant ma biographie, je vais partir du temps des origines. Pour moi, ça concerne. Je ne suis pas embêtée. Je suis sûre que mes parents sont sortis en Afrique. Mon papa, pas de problème et puis ça. Ça, c'est clair. Alors, j'allais vous poser la question. On va y venir à la politique, mais où va ce pays? Si j'avais quelque chose à voir, je serais mise là avec une équipe. On aurait fait le bilan de la décentralisation, parce que nous avons demandé la décentralisation. On l'a eu en 83. Qu'en avons-nous fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas exploité? Qu'est-ce qu'on peut encore exploiter? Il faut un bilan chaque fois
pour pouvoir repartir. Qu'est-ce qu'on peut... Il faut faire un point. Oui. C'est pas tomber dans n'importe quel coin dans le champ et puis commencer à labourer. Il faut faire un point, il faut faire un bilan. Parce que nous avons eu la décentralisation. Est-ce que nous l'avons exploité au maximum? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Quel est l'état de notre pays? Il faut faire un bilan. Eh bien, moi, je ne dis pas moi, mais chaque fois que j'ai laissé un secteur, j'ai fait un bilan. Écrit, hein? Oui, tout à fait. Non, un bilan. J'ai fait un bilan que j'ai rendu à ceux qui étaient responsables et puis qui est à disposition. Mais comme le plus souvent c'est moi qui paye le bilan, je n'ai pas 10 000 exemplaires. Mais j'ai un bilan pour le tourisme, j'ai un bilan pour le comité de bassin, j'ai un bilan pour l'environnement avec Agora. Ouais. L'une des formes, l'un des témoignages en fait de ce bilan, c'est cet ouvrage que vous avez écrit, Une voix pour le Nord, le Nord mon terroir, la Martinique mon pays. Tout à fait. Que je recommande parce que vous savez. Il y a un programme dedans. Tout à fait. Il y a un programme. Alors parlons du Nord. Oui. Ça vous lâche pas, ça, le Nord. Non, ça ne me lâche pas. Qu'est-ce qui est... Alors, évidemment, moi, je suis originaire de cette région, comme vous. Marajo. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette région pour que vous y soyez aussi attaché? Ah ben, parce que dans le fond, comme je dis, il faut avoir une passion. J'ai la passion du pays. Mais c'est surtout, ça crève les yeux, toute la richesse de ce secteur. Ouais. Toute la richesse. Mais toute la Martinique est riche, Madeleine. Mais pourquoi parce que ce coin-là? Mais je ne peux pas endosser toute la Martinique. Je peux indiquer que la Martinique a les moyens. Mais vous savez que quand on vous lit, oui. Alors moi j'ai passé plusieurs heures à vous lire, à vous écouter, parce que vous savez que sur le net aujourd'hui, on tape Madeleine de Grand-Maison, il y en a pour des centaines de milliers d'occurrences. Ok? Oui. Vous parlez pas beaucoup du Sud, hein? Mais non, parce qu'on ne parle bien que de ce qu'on connaît, déjà pour commencer. Le Sud, il est évident, le Sud a toujours bénéficié de regard. Les gens n'ont pas travaillé le Sud. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que sur le plan historique, le Sud, ils sont à la ramasse. Hein. Ah non, parce que... L'histoire de la Martinique, c'est d'abord les premières implantations, les premiers, l'arrivée des esclaves, les créations des villes, etc. C'est le Nord. Quoi dit ça? Non, il y a eu Saint-Pierre. Le Père là-bas, c'est pas à Saint-Clus, hein? Non, mais il y a eu Saint-Pierre, c'est pas... Mais il y a eu Saint-Pierre. Oui. Mais il faut dire, il y a eu Saint-Pierre. Et il y a eu la montagne Pelée. Il faut regarder globalement l'histoire de la Martinique. Les Espagnols, quand ils venaient, quand ils avaient besoin d'eau dans la Caraïbe, ils venaient à côté de Grand-Rivière faire de l'eau. Ok, donc cette partie-là est ancrée dans l'histoire de ce pays. Mais parce qu'en fait, il y a de l'eau, il y a des arbres, il y a la terre, il y a la fertilité des sols. Et en plus, après, il y a le rayonnement mondial de Saint-Pierre. Et en plus, il y a l'entrée dans l'histoire scientifique du monde de la montagne Pelée. Alors moi, ma question est la suivante. Et je ne suis pas de parti pris, malgré le fait que je suis quand même originaire de cette région, comme vous l'avez rappelé, et vous-même. Pourquoi cette région est aussi pauvre? Ah ben parce qu'on n'exploite pas ces richesses, c'est tout. C'est pas compliqué. Mais on sait qui? Ah ben nous-mêmes. Les habitants de la région, tout simplement. Sur un lopin de terre, mon père a élevé ses 9 enfants et mis-moi là. Voilà. Oui. Et ça a donné des gens extraordinaires. Nous avons une terre riche, nous avons des plantes, nous avons des arbres, nous avons de l'eau, nous avons un sol fertile, etc. Mais à l'heure actuelle, et puis en plus, c'est pas ça. Le Nord n'a pas toujours été ce qu'il est là. Maintenant, tu le sais bien. Oui, tout à fait. Basse-Pointe a été nous aurions pu dire une sous-préfecture, mais c'est pas ça. Un capital d'arrondissement, avec hôpital,
avec... Il a failli avoir un aéroport. Il a failli avoir un aéroport. Hôpital, mais également avec un juge de paix. Ouais. Nous avons suivi notre père en allant au juge de paix avec ses voisins assez souvent. Avec une trésorerie. Avec une trésorerie. Ouais. Le Nord est devenu un désert. Après, le Nord continue à se développer. Tu as eu des restaurants de qualité où est descendu des princes et des chefs d'État. Des hôtels magnifiques. Alors, et puis des usines. Il y a eu des usines. Même parler des usines. Tu avais Gradis. Quand Gradis, la sirène de Gradis sonnait, c'est tout le Nord qui savait quelle heure il était. Ouais. Gradis. Nous entendions le Gradis, et puis avec des choses fantastiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu sais, c'est la succession, et probablement des cultures aussi. Il y a eu en 1950 la rupture avec la canne à sucre, et tu as vu l'exode rural. L'exode rural. À ce moment, les autres se retrouvent à Trenel. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et Césaire a reçu tout ce monde-là. Césaire qui lui-même vient du Nord. Mais oui, mais il faut dire que nous n'avons pas. C'est toujours la même histoire. Les gens gèrent leur quotidien. Il n'y a pas de vision de l'avenir. Il n'y a pas de projection. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, avec un tel potentiel, le Nord puisse se développer? Alors, il y a des gens qui disent, écoutez, le jour où vous mettrez le Lorrain au Basse-Pointe à 40 minutes, sans obstacle, de Fort-de-France, vous aurez des gens qui ont habité ou qui ont travaillé dans cette zone. Si les gens qui vont travailler là vont travailler comme des fonctionnaires à l'hôpital, etc., il pourquoi ça attend plus. Il faudrait remettre la terre, l'agriculture. Il faut relancer. Il faut que nous cessions, je ne vais pas dire constamment il faut que, mais nous ne nous nourrissons pas. Oui, mais Madeleine, il y a quand même un élément, il y a un scandale monumental. Qui entrave de manière certaine cette espèce de redynamisation de l'agriculture, c'est le chlordécone. Les terres les plus polluées par le chlordécone sont malheureusement dans le Nord. Est-ce que ça ne constitue pas un obstacle à nouveau au développement du Nord? Ça constitue certainement un obstacle. Mais je vais te dire, depuis, je n'ai plus la date en tête, depuis une dizaine d'années, voire même 15 ans, la cartographie des terres chlordéconées est faite. Oui, elle n'est pas complète. Elle est peut-être pas complète. Et puis elle est peut-être pas complète, mais elle est faite. Mais même sur les terres chlordéconées, il y a des choses qu'on peut planter. Tout à fait. Donc, chlordécone, pas qu'à monter pied bois. Pas qu'à monter pieds orange, pas qu'à monter pieds pamplemousse. Cocotier. Pas qu'à monter cocotier, pas qu'à le bagage, pas qu'à monter. À l'heure actuelle, tu achètes des pamplemousses venant d'Égypte. Voilà la situation. Clémentine venant de je ne sais quel endroit. Et pas même parler des citrons. Et puis en plus, nous mangeons des choses venant de pays encore plus intoxiqués que nous. Toute l'Amérique latine. Sans contrôle d'ailleurs. Toute l'Amérique latine, tu comprends? C'est pas toute l'Amérique latine, il ne faut pas que j'exagère. Une bonne partie. Notamment l'Amérique centrale. Mais bon. En tout cas, prenons du recul, mais si tu passes dans les supermarchés, j'ai rien contre les supermarchés, c'est un tour du monde que tu fais. C'est clair. Il y a des choses qu'on peut produire là, ici. Donc ça passe par l'agriculture. Il faut renouveler l'agriculture, il faut repenser l'agriculture et l'élevage. L'élevage également. Parce que nous avions pris un bon départ quant à Sainte-Anne. Parce que tu me parles du Sud, mais à Sainte-Anne, on pourrait faire plus que ça d'élevage, plus que ça de choses. Il y avait une tentative expérimentale de développement agricole du temps du Conseil général avec les autres. Tout ça a disparu. Nous n'avons pas le sens de la continuité. Alors j'ai presque envie de... On a bien compris que ceux qui arrivent n'ont guère envie de continuer ce que leurs aînés ont développé. Mais est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce qu'on est parti pour des décennies? Il faut un renouvellement de génération. Et il faut renouveler. Madame de Grand-Maison dit il faut un renouvellement de génération. Mais ce renouvellement passe précisément par l'éducation.
Oui, mais on est parti pour plusieurs décennies, là. Non, c'est vite arrivé. Ouais. Si véritablement chacun qui est en poste là décide que dans sa commune, il va éduquer les jeunes gens. Et puis nous avons des gens, et on va recevoir des gens qui sont partis et qui peuvent revenir nous rapporter leur expérience et ce qu'ils ont vu ailleurs, parce que ça aussi. Tout à fait, la diaspora. Mais oui, nous avons des quantités, mais il faut leur faire une offre. Alors, ensuite, tu as des campagnes complètement à l'abandon, avec des vieilles maisons qui pourraient constituer, je l'ai dit un jour, de vrais chantiers. Et on gagnerait à rénover ces maisons, ces cases, ces maisons en pierre des fois, qui sont là comme des souches dans la nature, pour redonner vie et ne pas peupler nos villages de tous ces buildings de HLM qui n'ont plus leur place là. Tout à fait. Il faut recréer un cadre de vie beaucoup plus attractif. Alors, moi qui n'étais pas venu parler politique, hein. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Alors, je vous ai écouté et vous avez eu un moment d'émotion dans une émission sur Martinique Première où vous disiez il faut commuer le malheur en un projet d'avenir. Tout à fait. C'était à propos de la montagne Pelée. De la montagne Pelée, et puis de tout ce qui nous a... Tout ce qui nous a accablés, parce qu'on est quand même costaud, Madeleine, mine de rien, parce que les chocs démographiques, les chocs naturels, les chocs sismiques, les chocs volcaniques, cycloniques, on en a eu dans notre histoire, et on est toujours là. Mais oui. La question est la suivante. Comment on fait, par quel miracle? Ah ben, parce que nous sommes là. Est-ce que nous commions systématiquement le malheur en projet d'avenir? Non, justement, j'invitais à commuer le malheur en projet d'avenir en disant vivons de notre volcan, vivre de son volcan. Oui, mais attendez, Madeleine. Comment on peut vivre d'un volcan qui, par exemple, là, s'est réveillé? Et vous savez que quand un volcan se réveille, l'aboutissement, c'est une éruption, fatalement. Oui, mais on peut ne pas attendre qu'il se réveille. Oui, mais là, c'est trop tard, là. Là, il s'est réveillé en 2019. En 1902, il s'est réveillé. En 1929, il a dit « je peux me réveiller ». Il s'est réveillé, il a tué 1000 personnes. Hein. Oui, mais c'est rien par rapport à ce qu'il avait tué. Oui, mais attendez, Madeleine, 1000 personnes en Martinique, c'est énorme. Mais quand c'est moins que la joue pas bouillon, à bouger pas bouillon à 17 c'est comme si en France, hexagonal, il y avait 150. Attendez, c'est pour que les gens maîtrisent. Parce que les gens relativisent tout le temps. Il y a eu pratiquement 1200 morts pour le Covid. Les gens disent oui, mais bon. C'est comme si. Oui. C'est considérable. 1000 personnes au Morne Rouge. C'est comme si en France, en 30 secondes, on avait perdu 150 000 personnes. Tout à fait. Alors le jour où il y a 150 000 personnes qui meurent d'un coup en France, à mon avis, on va en entendre parler pendant des décennies. Hein. Donc, vivre de sa montagne, c'est quand même un petit risque. Mais non, c'est pas optimiste du tout, c'est réaliste. Je disais risque. Parce que la montagne, le volcan te donne de l'eau, te donne des matériaux, te donne de l'énergie. Je te donne un sol fertile, ne parle même pas de sol, mais les 3 richesses dont je t'ai donné là, il y a déjà de quoi faire. Mais Madeleine, parce que, écoute-moi, 2 minutes sur ce volcan. Parce que les gens en parlent. Hein. Ils parlent du volcan au passé, mais il y en a beaucoup qui en parlent au présent. Alors, puisque on est entre 70 jusqu'à 300 séismes par semaine. Ces jours-ci. Enfin, depuis un moment maintenant, depuis plus d'1 an et demi. Bon, la responsabilité, elle est bien, on l'a vu, hein, elle est très classiquement sur ce genre de questions, c'est une responsabilité d'État. Mais quand on commence à interroger les maires des différentes communes, quand on leur dit, mais imaginons qu'il y ait un ordre d'évacuation. Est-ce que dans votre commune, vous avez déjà prévu un certain nombre de choses? Et là, c'est le calme plat. C'est surtout, et j'en ai eu l'exemple encore il y a quelques heures, des maires qui disent, bon attendez, monsieur Marajou, vous êtes bien gentil, mais allons pas parler de ça. Il y a 30 ans qu'on leur dit ça. 30 ans, vous vous rendez compte? De prévoir
l'évacuation, de prévoir les zones de rassemblement il y a 30 ans. Ouais. On leur dit ça. Et ils font quoi? Ah ben rien. C'est pour ça que je te dis que nous avons là une manière de non-suivi, de non-continuité, il n'y a pas de fil directeur, etc. J'ai l'impression que quel que soit l'endroit, quelle que soit la thématique, qu'on soulève, qu'on prenne, votre constat de base qui est de dire il y a une rupture dans la continuité entre guillemets, de l'intérêt pour la Martinique, se manifeste. C'est à désespérer. Ah ben, il y a quelques années, étant candidate à une élection, je ne sais plus laquelle, j'avais proposé... En 2000, c'était pas en 2010 par hasard? Non, 2004-2010, j'ai conduit 2 listes. Ouais. En 2004, j'ai conduit une liste pour la liste du PPM, et en 2010, c'était le RDM. Bon, RDM. Ah ben, probablement c'est celle du PPM, où j'ai indiqué dans mon programme de créer des voies transversales, de raviver les voies transversales pour mettre en exploitation des terres qui existent. D'ailleurs, dans la campagne, quand les gens nous indiquent, mais là, tenir la route, là, tenir piste. Quand tu quittes Fontaine et que tu pars vers le Gomron, rétablir cette affaire-là. Ainsi de suite. Il y a 2, 3, 4, 5, 6, 10 voies. Il semblerait qu'il y ait une voie, alors on m'a dit il n'y a pas très longtemps, qu'il y a une voie à Sainte-Marie qui permet si on va sous les bois, comme on dit, il y avait une piste qui menait sur une route qui allait au Morne Rouge. Mais non, c'est pas Sainte-Marie, c'est au Lorrain. Vers le Lorrain. Enfin, un petit peu les gens de Besaudin m'ont dit il y a une route qui permet de rentrer. Absolument, tout à fait. Et moi qui ne suis pas encore tout à fait très vieille, je crois même que je connais cette route-là, nous ne l'avons pas faite, mais mes parents l'ont faite. Ouais. Il y a une route qui va tu sors dans la plaine de Champfleur, dans la plaine de Font-Marie-Reine, à Font-Marie-Reine. Au Morne-Rouge. Au Morne-Rouge. Il y a plusieurs voies. Mais en reprenant les voies transversales comme ça, tu mets en valeur, tu élargis le territoire exploitable. Et puis on ouvre des routes pour une éventuelle évacuation. Parce qu'en fait, quand le volcan a fait éruption, les gens sont partis par le Mont Nianting, par ceci, par cela. Exactement. Nous-mêmes, nous avons beaucoup fréquenté le Mont Nianting parce que ma mère a été élevée à Font-Saint-Denis et de la Jupa-Bouillon, nous allions à pied de la Jupa-Bouillon à Font-Saint-Denis en passant par le Mont Nianting. Qui franchit le Mont Nianting à l'heure actuelle? Mais personne ne connaît le Mont Nianting, hein. Vous savez ça. Ainsi de suite. Ce soir, nous avons fait une découverte. Mais sous ce chemin-là, tu as des quantités d'exploitation agricole qui fonctionnaient dans le temps. Tout à fait. Alors donc, le pays est à reconquérir, tu vois. Par la terre. Par la terre, par l'agriculture, parce que nous ne nous nourrissons pas. De même, il nous faudra reconquérir également la mer, puisque nous mangeons plus de poissons importés que de poissons pêchés. Et on est les recordman du monde de la consommation de poissons. Hein. Bon, et voilà que nous ne pêchons pas assez. Nous n'y l'emmènent, nous n'y tout ça qu'il faut. Mais nous pas ni pêcher. Nous pas arrêter en l'eau pêcher. Voilà. Alors, allons au cœur de l'événement, comme dirait l'autre. La politique, Madeleine. La politique. Est-ce que c'est fini? Pour moi? Ouais. Mais complètement. Ouais. On vient de faire 1 heure de politique. On vient de faire 1 heure de politique à tirer sur les nouvelles générations. J'ai un garçon, j'ai une fille qui peut-être ne s'inquiète pas de politique, mais j'ai un garçon qui pourrait bien être intéressé, je ne sais. Madeleine. Oui. Non. Alors, est-ce que je n'ai pas de barbe, je ne vais pas dire je vais attendre que ma barbe blanchisse. Non, c'est pas ça. Non. Est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion finale sur cette aventure du RDM? Du RDM? Ouais. Ah ben oui. Pour ceux qui ne le savent pas, rappelons qu'en 2005, vous quittez le PPM. 2006, oui. En 2006, on va dire, mais ça commence en 2005. Hein? Mais même avant. Oui, vous quittez le PPM pour rejoindre et fonder avec Claude Lise un parti qui s'appelle le Rassemblement démocratique de la Martinique. Oui. OK? Qui est une espèce de scission, on va dire, du PPM, puisque vous partez avec beaucoup d'élus. Oui, ça a nourri, tu vois ce que je veux dire? Ça
Ça a duré longtemps, ça a couvé. Ouais. Ça a couvé longtemps parce qu'en fait, tout ça est venu des quantités de dysfonctionnement dans le PPM aussi et de querelles de personnes. J'aurais pu te donner 2 ou 3. Non, on va pas soulever. Non, on va pas faire ça du tout. Non, Vous savez que ça peut partir en vrille. Tu peux être tranquille. Bon. Mais je veux dire que ce n'est pas une affaire qui brusquement a éclaté. C'est arrivé, c'est une affaire, c'est la fin d'un cycle en quelque sorte. Et le parti qui est né de ça était pratiquement le frère jumeau de l'autre. Oui. Pas jumeau, mais le frère. Bon. Oui. Ça s'est pas bien terminé. Non, ça s'est pas bien terminé. Pourquoi? Pour quelle raison? Non, quel est le point que tu Ma question c'est, est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi cette aventure qui au départ... Oui. Alors moi je me souviens des premiers moments. Oui. Je veux dire... enthousiasmant. Tous les observateurs disaient, oula, Claude Lise, qui est un pilier du PPM, Madeleine de Grandmaison, fidèle parmi les fidèles d'Aimé Césaire, quitte le parti, avec une flopée d'élus, de conseillers généraux en particulier. Là, c'est mal parti pour le PPM. Eh bien, pas du tout. Non. Le PPM est toujours là, tandis que le RDM, on ne sait pas vraiment s'il existe encore, non? Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi la raison? Eh bien, à mon sens, en tout cas, à mon avis, il y a eu certainement des faiblesses. C'est-à-dire, parce que, moi, le constat que tu fais, je le fais encore aujourd'hui. Parce que je regarde la rentrée, la convention du RDM à Ducos, il y avait 1500 personnes, mais plus des gens. Et des gens qui étaient contents. Ça, c'était l'acte fondateur. Mais oui, c'est ça. Donc, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de rassembler... Il y avait une promesse, il y avait là un potentiel. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Un potentiel. Mais à mon avis, tout est une question de dirigeants. Hein. Madeleine, non. Mais comment ça? Si tu as un potentiel et que tu ne le fais pas vivre, tu ne le saisis pas à bras-le-corps, et tu as fait un acte, il faut le prolonger dans sa réalité tout au bout de chemin. Ce qui est écrit derrière moi, c'est politiquement incorrect. Ben, donc, non, mais justement, ça veut dire quoi? Que vous mettez en cause Claude Lise? Je ne mets pas en cause Claude Lise, mais je mets en cause... Je dis qu'il y a manqué de ténacité... Et de dynamisme. Et de dynamisme d'en haut. Parce qu'il y avait un peuple derrière qui voulait avancer. Alors donc, moi je suis sorti des rangs assez vite. En quel moment j'étais? En 2010. Puisque en 2010, vous conduisez la liste qui fait à peine 8000 voix. Tout à fait. Et qui est battue donc très largement aux élections dès le premier tour. Mais là, il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas, mais j'ai écrit dans le livre que j'ai fait. Si tu vois, à la fin du livre, il y a un déroulé de mon parcours. J'ai indiqué forfaiture des divers gauches. Forfaiture des divers gauches. Il y avait 10 maires qui ont fait un flyers avec leurs photos pour me soutenir, et pas un n'a fait 1000 voix, sauf Azéo, mais ça c'est pas à son honneur non plus, parce que dans sa ville, il est élu avec 6000, 7000 voix. Et alors, des villes comme le Robert, qui a 20 000 voix, n'a pas fait 1000 voix. Donc, à mon avis, il y a eu là une élimination. Une volonté politique d'éliminer Madeleine de Grandmaison. Une stratégie d'élimination. Alors, restons... Oui. Cette affaire-là, mais ça a joué 2 fois, ce genre de choses-là. C'est pas toujours moi que l'on a visé. J'ai fait un petit bilan. Vous avez été victime de manière presque systématique, j'allais dire systémique, d'une volonté d'élimination. Notamment quand vous dites, moi, je peux battre Philippe Edmond Mariette largement. On vous donne pas l'investiture aux législatives. On ne veut pas vous donner le pouvoir, notamment sur des municipales. Là, c'est un machisme. C'est le machisme ambiant.
C'est le machisme ambiant, et ça, que l'on veuille ou non, je suis en train de l'écrire. C'est le machisme ambiant. C'est le regard des hommes sur les femmes. Les femmes. Ouais. Ça, alors moi, j'aimerais aborder ça avec vous. J'aimerais aborder ce point parce que la politique martiniquaise a, pendant de très nombreuses années, été marquée par ce machisme, cette volonté de marginaliser les femmes. Tout à fait. Et vous en avez été victime. Et puis... Plusieurs fois. Et puis, j'aimerais avoir votre réaction. Oui. Là, c'est en train de s'écrouler, à la fois parce que les femmes revendiquent les premières places, et surtout gagnent des élections, là où on leur promettait une espèce de défaite annoncée. Oui. Alors, finalement, c'est un peu grâce à vous. Ah ben, oui, mais parce que non, il y a la parité. Oui, déjà. Il y a la parité. Oui, mais la parité, ça mène pas à la victoire électorale. Non, parce que, mais moi j'ai dit et plusieurs fois répété que la parité, c'est pas pour qu'on nous choisisse, c'est pour qu'on sache quel homme nous mettons derrière nous. Oui. Oui. Quel homme nous mettons derrière nous. Nous prenons, c'est la possibilité pour nous de porter des projets en choisissant avec qui nous voulons porter ce projet. Madeleine de Gamaison, tous les échecs qu'on a égrenés au cours de cette émission, tous les manquements de continuité, est-ce que c'est pas finalement lié au fait que c'est toujours des hommes qui sont à la manette? Est-ce que l'absence de manière, j'allais dire, systémique de femmes n'a pas entraîné tout ça? C'est certain. Je l'ai dit au moment où précisément, avec, comment s'appelle cette femme-là, qui était avocate. Madeleine de Gamaison. Nous avons eu, c'est pas Jacques Coulet, nous avons eu un numéro de journaux où nous étions toutes les deux. Et c'est au moment où précisément je rentrais en politique à la Choupa-Bouillon sur un coup de tête. Vous vous souvenez? Peut-être pas. C'est-à-dire quand en 87, on ne voulait pas vous soutenir et vous avez été... Mais c'est pas si simple que ça. Et vous avez été malgré tout. C'est pas si simple que ça. En 80, c'était Jean-Élie qui était maire. Ah oui. Et on avait engrangé Jean-Élie depuis 85. Il était au PPM. En cachette. Oui. En cachette. Oui, en cachette. Ouais. Tous les GRS étaient rentrés au PPM. Notamment de l'Épine. En 82. Jean-Élie avait quitté le GRS aussi, mais personne n'avait pas, il n'était pas fait acte d'entrée au PPM. Et en 87, il dit, j'ai le journal, puisque je suis en train de faire un, je ne veux pas rester sous la touche. Et il annonce lui-même qu'il est au PPM depuis 85. Ouais. Et 87, il y a des élections en 88 et le PPM s'apprête à lui donner l'investiture. Mais on ne m'a pas dit, alors je suis à la Choupa-Bouillon à travailler comme un forcené, et on ne m'a pas dit que Jean-Élie est PPM. Alors je dis à Darcière, mais ma foi... il faudrait voir si c'est pas une coquille vide que nous ramassons, etc. Et Darcière m'envoie sous les roses me disant, si moi pas content, bats-toi en duel. Non mais vous vous rendez compte, ça veut dire que pour vous éliminer, finalement, on reprend un maire GRS ou ex-GRS. C'était ça la stratégie? Je ne dis pas pour m'éliminer parce que dans le fond... Non mais c'est ce que vous venez de suggérer. Mais non, mais je ne vais pas dire c'est pour m'éliminer. Oui. On n'a pas... C'est pas pour m'éliminer qu'on reprend un GRS. Oui. On a la malhonnêteté de ne pas me dire, de ne faire pas une concertation avec moi pour me dire, voilà. Mais bon, Madeleine, tout à l'heure, vous avez employé un mot plein de sens, de forfaiture, vous vous rappelez? Oui. C'est quoi cette volonté systématique d'éliminer dans ce pays les gens brillants? Ah ben parce que les autres se croient plus brillants que les brillants. Et comme ils sont plus nombreux, ils sont plus méchants. Mais il y a surtout, c'était des hommes, c'est le temps des hommes. Mais il y a des gens intelligents, parce que Césaire n'a pas été comme ça. Césaire et Alicaire m'ont protégé. Parce qu'au moment où ça se passe comme ça, là, Choupa-Bouillon, Césaire a envoyé une délégation voir si on ne peut pas arranger les choses, parce que... Oui, si vous avez vraiment protégé, ils auraient éliminé Jean-Élie sans problème. C'est pas le genre de Césaire. Césaire n'est pas seul et il ne peut pas casser le parti. Oui, mais par votre attitude, c'était quand même un camouflet pour lui. Vous avez dit à Darcière,
De toute façon, moi, je me présente quoi qu'il arrive. Oui. Mais en disant ça, vous avez envoyé le message à Aimé Césaire aussi. J'ai dit à Darcière, et je le répète là, bien qu'il soit mort, s'il y a une personne à la choupe à bouillon devant voter pour moi, et que ce soit moi-même qui vote pour mon corps, je vais aux élections. C'est bien pour ça qu'on vous admire. Et à partir de ce jour, j'ai pris mon quartier. C'était les vacances, j'ai pris mon quartier. Et Renaud était malheureux, mais il a dit, je ne peux rien. J'ai deux ménages, ma femme et le parti. Alors, je me mets en congé le parti pour ne pas me mettre en pour ne pas choisir, pour éviter de choisir. Mais après ça, j'ai recausé avec Césaire, et c'est moi-même qui ai dit à Césaire, ne vous embêtez pas, monsieur Césaire, vous avez la statue d'un homme d'État, je vais régler la question de la choupe à bouillon, et j'ai fait une lettre magnifique pour les gens de la choupe à bouillon, leur expliquant que je ne vais pas aux élections qui ont suivi. Ouais. Parce qu'il y avait 2 élections qui se suivaient. Ainsi de suite. Mais non, là c'est une question de dignité. Ce n'était pas le pouvoir que je cherchais, ce comportement que j'ai eu, c'est du respect et de la dignité que j'ai réclamé. Est-ce que justement notre époque ne reflète pas, je parle de l'époque actuelle, justement une perte singulière des valeurs? Ah, probablement, mais je te répète que tout ça est lié à la conscience des choses, à la connaissance, à l'éducation, à la formation. C'est ce qui manque. C'est ça qui fait... Connaissance civique, formation politique, connaissance de l'histoire, voilà. Et puis faire comprendre la valeur des choses. On ne ramasse pas les choses à terre. Et ça, c'est essentiel. Essentiel. On ne ramasse pas les choses à terre. Non. C'est sur cette parole qu'on va arrêter et avec regret, Madeleine, cette émission. On va écrire un ouvrage. Mais j'ai l'impression qu'on va se revoir parce que ça a été un moment extraordinaire et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu revivre des moments d'histoire. Et en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, dans cette émission, il y a un petit moment consacré à la littérature. Oui. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage qu'on peut encore trouver en librairie, dans les bonnes librairies, Une voix pour le Nord, le Nord mon terroir, la Martinique mon pays. Voilà, très bien. Alors, je vais vous rappeler que notre partenaire s'appelle la librairie antillaise. Ah ben précisément. Voilà, donc on peut trouver votre ouvrage à la librairie antillaise. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on a un certain nombre de magazines qui sont en vente. Donc, le Business News qui gère le pays. Donc, on en parlait. Ah oui. Voilà. Ensuite, l'Historial, l'extraordinaire histoire du dernier nègre marron de Martinique, que vous trouvez également en librairie. Et puis, ça se vend encore, même si le Tour des Yoles n'a pas beaucoup lieu ces temps-ci, il y a encore le People Yole. Alors, venons-en à nos ouvrages. Alors, on va beaucoup parler d'Haïti, mais je vais commencer par le livre de M. Josse, guadeloupéen et martiniquais du Canal de Panama. C'est un ouvrage qui est extraordinaire, que vous devez absolument vous procurer, parce qu'il parle d'une diaspora antillaise, martiniquaise et guadeloupéenne, mais aussi caribéenne, parce qu'il y a beaucoup de Barbadiens, de Saint-Luciens, de Dominicains qui ont été construire le canal de Panama. Tout à fait. Et il y a aujourd'hui une communauté panaméenne avec des ancêtres martiniquais qui est très active au Panama. Et puis surtout, de manière très singulière, il y a beaucoup de Martiniquais qui, une fois le canal construit, ont dit « moi, je rentre pas en Martinique ». Parce qu'une bonne partie de ces gens-là, c'était des esclaves qui avaient été évidemment libérés après 1848, puisque la construction du canal commence en 1851. Donc c'est des gens qui ont été esclaves et qui disent « ah non, moi pas qu'à retourner en Martinique » et qui ont été à Cuba, notamment à Santiago de Cuba, et vous allez apprendre plein de choses là-dessus. Alors, Haïti... Cet ouvrage est paru il y a quelques années. Oui. Ah bon, parce que je l'ai eu en son temps. Oui, ici, on recycle beaucoup et on parle d'ouvrages qui sont encore disponibles en librairie. Alors, Raphaël Confiant, on a parlé de Raphaël Confiant la semaine dernière avec son nouvel ouvrage sur la muse de notre ami Baudelaire. Mais... là, c'est un ouvrage également qui date de quelques années, mais que je vous recommande absolument, puisque ces temps-ci en Haïti, ça bouge beaucoup, vous avez vu. Et là, on fait référence, Raphaël Confiant fait référence à la vie
de François Duvalier, le fameux dictateur. Oui. Ça s'appelle Les Ténèbres extérieures. Oui. Procurez-vous ça, commandez-le s'il le faut à Libé Antillaise, et c'est exceptionnel. Alors, un ouvrage passionnant, ça s'appelle Avant que les ombres s'effacent, de Louis-Philippe d'Alembert. C'est un ouvrage très émouvant et qui, à mon avis, a le mérite de réhabiliter un petit peu l'histoire d'Haïti. Haïti a été un des rares pays dans le monde à offrir un refuge aux Juifs qui étaient traqués, qui étaient victimes de discrimination dans l'Allemagne nazie. Et ça se passe en 1939. Il y a beaucoup de gens qui tirent à longueur de journée sur Haïti, mais le gouvernement haïtien en 1939 donne l'ordre à toutes ses ambassades de donner refuge à tous les Juifs persécutés, et notamment l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade d'Haïti en Allemagne. Et il y a beaucoup de Juifs qui sont sauvés grâce aux Haïtiens. Et on compare souvent Haïti et Cuba. Par exemple, Cuba, au moment où il y a 1000 Juifs qui arrivent dans un bateau, refoule les Juifs qui sont obligés de repartir en Europe, et certains vont finir dans des camps d'extermination, alors que Haïti les a accueillis. Mais Haïti avait déjà soutenu Bolivar. Hein? Tout à fait, oui, tout à fait. Haïti et Sainte-Lucie. Il y a un Saint-Lucien d'origine qui a sauvé la vie de Bolivar, on en reparlera un jour. Et puis, toujours à Haïti, alors là c'est la version sombre, c'est Fillette Lalo de Géry Létang et Dominique Batraville. Fillette Lalo, alors nous pour les hommes on connaît les tontons Macoutes, et pour les femmes c'était des Fillettes Lalo. Alors bon, c'est un roman terrible sur les exactions que ces femmes menaient au sein des tontons Macoutes sous Duvalier. Alors, pour sourire un peu plus, davantage, un ouvrage de marketing extrêmement intéressant. Alors, vous allez déjà sourire sur le titre. C'est l'art de faire dire du bien de soi par les autres. Donc, d'Elisabeth Couture et Éric Julie. Donc, cet ouvrage est plein de finesse et pourrait servir à de nombreux hommes politiques et femmes politiques dans leur campagne. C'est pas la peine de congratuler. Il vaut mieux le faire par d'autres. Voilà. Et puis le polar, parce on finit toujours ce moment avec des polars. Vent de Carême de Leonardo Padura. Alors, on parle pas beaucoup de Cuba en termes de polar, mais là vous avez le maître. Et je vous recommande. Alors, commencez par celui-là parce qu'il est un peu plus calme, mais il y en a toute une série. Leonardo Padura, et qui est un polar, mais qui est un auteur qui vit au sein même du régime, mais qui, à travers ses polars, exerce ou exprime une critique extrêmement sévère du régime castriste de l'époque. Voilà. Mais pour un petit peu de poésie, de légèreté, de romantisme, tu aurais pu citer un ouvrage de Stéphane Alexis. Oui. Lequel? Ça me sort de la tête, mais je l'ai beaucoup aimé, mais là, je n'étais pas préparée à ça. C'est un poète haïtien. Ah, oui. Un poète haïtien magnifique. Qui précisément, tout l'ouvrage tourne autour de la recherche d'eau, de la recherche de l'eau. Et c'est magnifique. Alors, Madeleine de Grandmaison... La prochaine fois, je vais te donner le nom. Moi, je ne manquerai pas Stéphane. Voilà. Alors, je reviendrai dessus, mais j'ai reçu Coup de foudre pour la Lune. Je vais le montrer, de Raphaël Nicole. Je vous en parlerai lors de notre prochaine... Jacques-Stéphane Alexis. Voilà. Madeleine de Grandmaison, merci beaucoup. Merci aussi. Et puis, à très bientôt. Et puis, félicitations pour votre vivacité, votre pugnacité. Là, je ne veux pas me taire parce que dans le fond, ça ne serait pas bien. Mais en même temps, je ne veux pas accaparer la scène. Il faut laisser les autres monter. Il faut... Mais en même temps, des fois, je préfère encore écrire. Vous bouillez de patience de vous exprimer. Non, c'est-à-dire, je préfère encore écrire, laisser un témoignage qui va permettre aux gens d'avoir quelque chose... Là, on a enregistré une émission magnifique, de mon point de vue. Merci Madeleine, et à très bientôt. Merci beaucoup, et puis à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité, et à très bientôt.